Bonjour Charles, je suis très content de te recevoir pour parler de la chouannerie. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors bonjour Henri. Donc je m'appelle Charles Venant, je suis auteur et militaire, spécialisé dans la chouannerie bretonne, auteur d'une biographie sur un chef chouan qui s'appelle Pierre Duchéla, un chef chouan du Morbihan. Je suis également contributeur pour la revue du souvenir vendéen. Et par mes activités, voilà, j'ai une vision un peu partagée de la chouannerie et des guerres de Vendée, de par mon éditeur notamment. Voilà, je suis aussi conférencier et effectivement avec déjà quelques vidéos publiées sur YouTube sur le sujet. Combien d'ouvrages as-tu à ton actif? Alors un ouvrage sur la chouannerie, après je suis spécialisé dans un autre sujet mais qui ne touche pas du tout à la chouannerie puisque c'est l'histoire militaire franco-suisse. Voilà, donc on est sur une autre branche. Mais sur la chouannerie, un ouvrage, donc la biographie de Pierre Duchéla. Alors on rentre dans le cœur du sujet, la chouannerie. Est-ce qu'avec une brève explication, tu peux nous expliquer dans un premier temps les points communs avec le soulèvement vendéen? Alors oui, il y a le premier point commun, c'est évidemment que les Chouans, comme les Vendéens, se battent pour la restauration du roi et de la monarchie. C'est donc pour tous les deux un mouvement contre-révolutionnaire. Après, la chouannerie donc, est un phénomène qui touche essentiellement les régions actuelles de la Bretagne, de la Normandie et de ce qu'on appelle le Maine, donc la région autour du Mans, là où la Vendée concerne ce qu'on appelle la Vendée militaire, donc qui s'étend beaucoup plus large par rapport au département actuel de la Vendée, puisque ça touche aussi les Deux-Sèvres, le Poitou, Loire-Atlantique. Donc voilà le point commun. Après, autre point commun important, donc il s'agit d'une révolte évidemment populaire. Et on parlera ensuite dans la suite de la vidéo, avec toutefois des divergences quant à justement l'organisation, la spontanéité, le profil des combattants vendéens chouans, même la géographie et les zones insurgées. Alors justement, le profil des combattants, ça c'est hyper intéressant. Tu disais que c'était un mouvement populaire, donc là voilà un point commun avec la Vendée, c'est un mouvement populaire. Oui. Les Vendéens se battent contre la République pour la restauration de Louis XVII, pour sauver l'honneur du roi. Les Bretons, eux, se battent et les Vendéens se battent aussi, contre la conscription. Voilà, ils refusent de partir à la guerre. Les Bretons aussi, exactement. Les Bretons aussi. Oui, bien vu. C'est effectivement le point commun, ce qui vraiment l'étincelle qui met le feu aux poudres. Les deux se soulèvent instantanément contre la conscription au mois de mars 1793. C'est vraiment ce moment-là où ils prennent les armes. Mais après, tout ce qui se passe avant et tout ce qui se passe après suit une logique différente. La temporalité n'est pas la même. Pour parler justement des motifs du soulèvement, les Chouans, selon mon point de vue, les Chouans se soulèvent d'abord pour des problématiques bretonnes. Je ne dis pas que tous les Chouans sont bretons, mais en revanche, ils ont tous en commun d'avoir des sujets de mécontentement qui touchent à la Bretagne. Pour expliquer plus clairement, les Chouans, la Bretagne sous l'Ancien Régime, bénéficiaient d'un statut à part. C'était une province très privilégiée. C'était lié notamment à l'histoire de la Bretagne, donc c'est quand même la province royale qui est restée indépendante la plus longtemps. C'était un royaume au Moyen-Âge, c'est devenu un duché avec de larges franchises et libertés, puis ensuite il y a eu le rattachement au royaume de France avec Anne de Bretagne, mais c'est un rattachement équilibré. Et au moment de ce rattachement, le royaume de France a consenti à donner de larges franchises, de larges libertés à la Bretagne. Les Bretons aussi étaient exemptés, ça c'est important, du service dans la milice royale, ou s'ils le faisaient en Bretagne, pas loin de chez eux. Ça c'était un privilège qu'ils ont acquis depuis 1532. Voilà, depuis tout à fait. Le traité de... Je ne saurais plus dire en détail, qui a été raccordé après coup. Donc la Bretagne, par rapport au reste du royaume de France, avait un statut privilégié, et énormément de privilèges.
Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'au début de la Révolution, donc dans la nuit du 4 août 1789, il y a eu cette fameuse nuit un peu d'effervescence à Paris, où les députés ont décidé, au nom de l'égalité, d'abolir les privilèges. Alors souvent, on apprend à l'école, dans les manuels d'histoire, que c'est l'abolition des privilèges de la noblesse, du clergé, et en fait on oublie aussi que c'est l'abolition des privilèges des provinces qui avait été reconnue. Et donc les Bretons, au cours de cette seule nuit, perdent tous les privilèges qui avaient été accordés et qu'ils estimaient avoir droit, parce que leurs ancêtres s'étaient battus quand même, avaient mené une lutte acharnée pour défendre l'indépendance de la Bretagne, et puis que c'était les derniers vestiges vraiment de la Bretagne, de l'identité bretonne, c'était touché à la fierté bretonne. Voilà. Et donc ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu, d'autant plus, c'est une chose assez paradoxale, mais qu'à Paris, un des clubs les plus révolutionnaires, les plus actifs dans le changement et les réformes, c'était justement le club des députés bretons, qui d'eux-mêmes ont balayé d'un revers de plume les droits de leur propre province. Qui étaient alliés aux montagnards, aux Girondins, sûrement. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, c'était quand même le club breton de Paris était quand même un des plus actifs. Hein. Disons qu'ils partageaient les mêmes idéaux révolutionnaires. Quoi. Complètement. L'unité de la nation et tout ça. Oui, complètement. Alors après, c'est assez paradoxal parce qu'il y a, par exemple, à l'ouverture des États généraux, un député qui arrivait de Lignol, dans le Morbihan, voilà, avait mis en avant son identité bretonne en arrivant en costume breton, plutôt que d'avoir le costume du tiers-état, ce qui avait fait un peu sensation. Donc tout le monde s'était dit c'est bien, les Bretons sont représentés. Bon, voilà, quelques mois après, dans l'effervescence parisienne, ils ont un peu oublié, entre guillemets, d'où ils venaient. Voilà, mais du coup, ça a été un gros sujet de mécontentement, cette perte de droits pour les Bretons. Et va arriver un personnage qui s'appelle Armand Tuffin de la Rouërie, et qui était un noble, petite noblesse bretonne, d'Ille-et-Vilaine, qui s'était fait connaître parce que c'est le premier Français, avant le marquis de Lafayette, à partir se battre aux États-Unis. Là-bas, il aura même montré son propre régiment de chasseurs, des chasseurs de la Rouërie. Il participera du début jusqu'à la fin à la guerre d'indépendance américaine. Et il reviendra en Bretagne avec, tout comme Lafayette, un certain aura, voilà, mais au niveau, on va dire, au niveau plus local de la Bretagne et de son cercle de la noblesse bretonne. Et le marquis de la Rouërie, c'est assez paradoxal parce qu'en fait, il est révolutionnaire avant l'heure. C'est-à-dire qu'en 1788 et 89, il y aura des troubles en Bretagne liés au fait que le roi veut faire passer des ordonnances royales sans les faire ratifier par le Parlement de Bretagne, donc le Parlement avec les représentants des Bretons. Ce qui était une clause notamment du traité de rattachement de la duché de Bretagne au Royaume de France, c'est que la Bretagne avait son Parlement et que ce Parlement devait approuver toute décision prise par le roi. Donc on est très loin là aussi d'un absolutisme ou d'un despotisme sur la Bretagne. Et effectivement, ces mesures dont je n'ai pas le détail, le roi et ses ministres cherchent à les faire passer de force, donc ça crée des troubles et des émeutes à Rennes. Et le marquis de la Rouërie, avec d'autres gentilshommes, prend la tête d'une délégation qui va à Paris pour protester. Voilà. Et en fait, il passe quelques jours à la Bastille, parce qu'il se fait enfermer, sédition, en somme. Et en fait, le marquis de la Rouërie, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas une logique de régime. Hein. Ce qui l'intéressait avant tout, c'était la Bretagne et les droits des Bretons, les droits du peuple. Hein. En soi, c'était un démocrate. Et ben, le marquis, quand il voit que la République, la Révolution plutôt, balaye d'un coup de plume, comme j'ai dit tout à l'heure, les droits des Bretons, à la même logique que quand c'était le roi, il dit ben non, l'essentiel c'est avant tout les droits des Bretons. Donc, il prend à nouveau pas les armes, mais en tout cas, il décide de se soulever pour la défense des droits des Bretons. D'organiser la contre-révolution. Voilà, j'allais y venir justement. Et c'est là où on arrive sur une différence par rapport à la Vendée, c'est qu'en Bretagne, l'organisation de cette contre-révolution se fait par les nobles. Tout à fait. Justement, c'est le marquis de la Rouërie qui est à l'initiative de l'association bretonne. Voilà, l'association bretonne. Et il n'y a que des nobles là-dedans. C'est nobiliaire. C'est nobiliaire. Alors,
Oui, c'est un fait que la tête de l'association bretonne, ce sont des nobles. Mais pour une simple et bonne raison, pourquoi? C'est parce que la noblesse bretonne, comme je le dis toujours, est une grande famille. C'est-à-dire, par contre, même la noblesse bretonne est une noblesse à part par rapport au reste de la noblesse de France. Les nobles bretons se connaissent tous, ont tous des liens de famille, de parenté liés au mariage. Ils suivent, c'est même assez drôle, ils suivent à peu près tous le même parcours. Par exemple, Aimé de Boisguy, futur chef chouan. Alors la Révolution surprendra un peu jeune, quand il avait 15 ans, mais il était destiné à aller aux gardes-marines à Brest, qui est l'ancêtre de l'école navale aujourd'hui, pour devenir officier de marine, tout comme un autre grand chef, dont je ne dirai pas maintenant s'il est vendéen ou chouan, mais Charette, qui était d'une noblesse bretonne lui aussi, a été aux gardes-marines à Brest. Donc voilà, ils suivent un peu les mêmes cursus. Et en fait, c'est pour ça que c'est une révolte nobiliaire, tout simplement parce que voilà, c'est une grande famille, donc il y a des liens, des alliances, et donc on a déjà le noyau d'un futur mouvement dont il serait un peu bête de se priver, en fait. Pour autant, ensuite, on voit que dans la hiérarchie de l'association bretonne, très vite, on a pas seulement des nobles, on a plutôt des bourgeois aux fonctionnaires, puis ensuite plus on descend, on a des gens un peu plus communs dans le sens positif du peuple, du terme, c'est-à-dire des gens du peuple. Voilà. Et donc, pour en revenir à une des différences notables entre la chouannerie et les guerres de Vendée, la chouannerie est préparée par le marquis de la Rouërie avec l'association bretonne à partir de 1791. Effectivement, et il le prépare comme une insurrection armée. Le marquis de la Rouërie a fait la guerre d'indépendance américaine et il a vu les milices américaines, il a vu les Minutemen, qui sont des civils en armes qui se soulèvent quand l'ordre leur est donné, pas qui se soulèvent, mais qui prennent les armes quand l'ordre leur est donné. Donc il s'inspire un peu de cette organisation, il comprend qu'il faut faire comme les insurgents américains, c'est-à-dire qu'il faut se préparer, il faut préparer des milices au niveau de la paroisse, qu'il faut les armer, et quand l'ordre tombe, que tout d'un coup cette armée surgisse de terre et soit menée au combat en un minimum de temps. Donc c'est très préparé, même trop préparé. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut créer une chaîne hiérarchique, il récupère des armes, il fait des stocks d'armes, des caches d'armes. Voilà, on arrive gentiment à l'année 1793, le mécontentement continue de gronder, il y a quelques initiatives isolées des gens qui se soulèvent, mais qui très vite sont matées, notamment dans le Finistère. Et en fait, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que le marquis de la Rouërie décède à la fin du mois de janvier 1793 en apprenant la mort du roi. Voilà, il décède suite à un choc et même de chagrin, dira-t-on. Et il avait tellement bien organisé son affaire qu'il y avait un tel cloisonnement au sein de l'association bretonne que les membres ne se connaissaient pas entre eux, qu'il était le seul, et quelques vraiment très proches, qui se comptent sur les doigts de la main, à connaître toute l'organisation de l'association bretonne. Donc quand il meurt, la tête disparaît et du coup l'association bretonne ne disparaît pas, mais est gelée, il ne se passe absolument rien. Et c'est là qu'on arrive au mois de mars 1793 et que Vendéens et Chouans vont se rejoindre pour la même raison, parce qu'ils vont se soulever contre la conscription. Je pense que ça vaut le coup que je rappelle un peu le principe de la conscription, mais effectivement la jeune République française, puisqu'on est à la République après la mort du roi, se prend une coalition militaire composée de presque tous les royaumes d'Europe, qui sont un peu inquiets à l'idée de voir une grande puissance comme la France devenir républicaine. Tous les rois d'Europe craignent pour leur trône, ils pensent que leur population pourrait suivre l'exemple de la population française et vouloir la République. Donc ils créent une coalition militaire qui envahit la France, les frontières de la Je précise que la République déclare la guerre justement à ces pays voisins. Voilà, c'est la République par contre qui prend le devant et qui déclare la guerre à cette première coalition, la première d'une longue série, puisque les dernières coalitions disparaîtront à la fin de l'Empire, parce que les coalitions continueront même sous l'Empire face à Napoléon. Mais voilà, la République déclare la guerre. Puisque le but étant d'étendre ce modèle révolutionnaire aux pays voisins. Voilà, créer des républiques sœurs. Créer des républiques sœurs, donc ce qui sera fait... La République se veut universelle. C'est ça, exactement. Étendre l'idéal républicain à des pays, à des petits pays, puisqu'on voit que les premiers touchés, c'est la Belgique. La Suisse aussi devient une république helvétique. L'Italie, alors là c'est plutôt
Bonaparte qui arrivera à créer des républiques sœurs. Mais voilà, il faut étendre l'idéal républicain, transmettre l'idéal républicain au monde entier. C'est un idéal universel. Bon. Les nouvelles valeurs, les fameuses nouvelles valeurs de la République. Voilà, tout à fait, voilà. Exactement, au nom de nouvelles valeurs et des nouveautés modernes. La nouveauté moderne, voilà, qui nous apportera de l'amour et du vivre ensemble. Alors, les Vendéens refusent de partir verser leur sang sur ces frontières inconnues, c'est beaucoup trop loin de chez eux. Tout à fait. Et de la même manière, les jeunes Bretons aussi refusent. C'est la même chose. Alors, là, on touche un point commun aussi. On ne peut pas quand même dire les Vendéens et les Bretons refusent d'aller se battre aux frontières alors que les Alsaciens et les Lorrains, eux, se battent pour défendre la France. Il faut peut-être un peu comprendre la mentalité des gens de l'époque. Donc effectivement, il y a quand même une nouveauté avec la Révolution, avec la République, c'est la nation. Et la nation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'avant d'être breton, picard, normand et tout ça, on est français. Et on doit se sentir français. C'est compliqué après des siècles et des siècles où effectivement tout se passait à l'échelle de la province. On parle des Bretons ou du Poitou, avant que ce soit la Vendée. Donc voilà, donc c'est un peu une idée nouvelle là aussi de dire il faut aller se battre aux frontières. Bon, parce qu'un Vendéen, un Breton connaissait vraiment les frontières de la France à cette époque-là. Certains disent bon, il y a une démarche égoïste un peu de la part des Vendéens et des Bretons de ne pas vouloir ou de tous ceux qui ont refusé la conscription, parce que ça n'a pas eu lieu seulement dans l'Ouest. Il faut savoir que la conscription, des troubles à la conscription, il y en a eu dans toute la France. On y reviendra un peu après. Mais non, il y a un élément majeur. C'est que la République a détruit l'ancienne armée royale, qui était une armée professionnelle. D'ailleurs, c'est la seule fois, aujourd'hui on a une armée professionnelle, et la seule fois où on retrouve une armée française au même format et intégralement professionnelle, c'est à la veille de la Révolution là aussi. Puisque ensuite la Révolution crée donc la fameuse conscription. La fameuse conscription, le principe est très simple, c'est que tous les hommes majeurs de 19 à 25 ans, célibataires en priorité, doivent aller sous les drapeaux. Avec un principe vraiment aléatoire, c'est ils tirent au sort une boule noire, une boule blanche. Si je ne dis pas de bêtises, boule noire, ils servent dans l'armée, boule blanche, ils peuvent rester chez eux. Un peu aléatoire. Ce qui ne leur plaît pas, c'est non seulement on leur demande tout d'un coup d'aller se battre alors que jusque-là l'armée n'avait pas besoin d'eux, mais surtout qu'ils étaient exemptés de la milice, comme je l'ai dit. Ou alors il y avait une répugnance vis-à-vis de la milice. Bref, il y avait une répugnance vis-à-vis de tout ce qui ressemblait à un service militaire. Ils n'étaient pas contre l'idée de le faire. Ils voulaient bien volontiers servir dans la milice pour aller défendre les côtes, les côtes de la Vendée, les côtes de la Bretagne. Un exemple très net, Vauban, alors je n'ai plus l'année, mais au moment du débarquement de Camaret-sur-Mer, il repousse les Anglais à la mer uniquement avec des troupes de milice bretonnes. Mais qui voulaient bien défendre leurs côtes. Mais effectivement, servir dans l'armée qui n'avait plus de royal, et puis partir sur les frontières, ça ne plaisait pas à tout le monde. Et puis, il faut dire les choses, et ça c'est quelque chose qui a continué tout au long du service militaire, jusqu'à ce qu'il soit suspendu en 1997. En fait, il était très loin d'être égalitaire. Le service militaire, les Vendéens, les Bretons et tout ça auraient accepté la conscription si elle était vraiment égalitaire. Mais elle ne l'était pas, puisqu'il y avait déjà tous les exemptés, il y avait tous les riches bourgeois, tous les hauts fonctionnaires qui se faisaient payer un remplaçant, qui n'y allaient pas. Ensuite, on voyait qu'on ponctionnait plutôt les campagnes, qu'on allait d'abord faire la levée en masse dans les campagnes et tout ça, mais que les villes étaient un peu exemptées. Il y avait les riches bourgeois des villes qui trouvaient moyen, qui s'engageaient dans la garde nationale de leur ville, et comme ça ils servaient dans leur ville. Alors oui, pour être dans la garde nationale, il fallait pouvoir payer son équipement et tout ça. Donc, en soi, c'était une mesure un peu injuste, parce que du coup, ils étaient les seuls à pouvoir se le payer, donc à pouvoir s'enrôler dans la garde nationale, donc à servir chez eux. Donc voilà la vraie raison pour laquelle les Vendéens et les futurs Chouans ont refusé la conscription, parce qu'elle était inégalitaire. Dans le fond, sur la base de la conscription, ils n'étaient pas contre, il n'y a pas de souci. Défendre un pays, même s'il est un peu nouveau, même si ses frontières étaient un peu nouvelles pour eux, mais si c'était fait de façon égalitaire. Là aussi, c'est un peu... Je ne vais pas faire un raccourci, mais c'est un peu l'hypocrisie de l'égalité républicaine, puisqu'on voit que quand vraiment on a besoin d'égalité pour le sacrifice ultime, qui est de donner sa vie au combat, non, justement, il n'y a pas d'égalité. Donc voilà pour la partie de la conscription et le soulèvement spontané et commun des futurs Chouans et des Vendéens. Alors on est au mois de mars 1793.
c'est l'ébullition en Vendée, les paysans se lèvent contre cette conscription. Comment ça se passe en Bretagne? On a vu que la contre-révolution commençait un petit peu à germer dans l'esprit des nobles, justement, avec l'association bretonne de Monsieur de la Rouërie. Comment ça se passe sur le terrain dans les campagnes? Oui, effectivement, c'est amusant de voir que la Vendée, elle, se soulève, le mouvement prend, et pour autant, il ne se passe rien en Bretagne, dans le Maine, en Normandie, enfin bref, dans les futurs territoires insurgés. Donc, comme on l'a dit, le fait que le marquis de la Rouërie meure et que tout le plan de l'association bretonne soit gelé joue énormément. On va voir d'abord en Vendée pour expliquer pourquoi la Vendée se soulève. Donc la Vendée, toute la Vendée est traversée par des mouvements de rébellion contre la conscription. Je veux dire, ça se passe dans des paroisses séparées. Les paroisses voisines se regroupent entre elles, vont dans les chefs-lieux, arrivent là-bas, brûlent les registres d'état civil. Hein, ça c'est important de le préciser. Pourquoi? Parce que sur le registre d'état civil, on a l'identité des personnes et leur âge. Tout bêtement, hein. Et donc quand le tirage au sort se fait, on peut dire un tel, toi tu es né à telle année, donc tu dois tirer. Donc si on détruit ces documents, la conscription ne peut pas avoir lieu. Bon. Et la Vendée, ça va marcher, parce que, comme on le disait tout à l'heure, la Vendée a un problème, c'est qu'il n'y a pas assez de garnisons et de troupes armées en Vendée. Les grosses garnisons républicaines se trouvent à Luçon, à Nantes, à Angers, à Saumur, mais dans la Vendée même, dans le nouveau département de Vendée, il n'y a quasiment rien. Dans les grandes villes, il y a des unités de garde nationale qui sont des troupes de seconde ligne, hein, quelques unités de gendarmerie aussi, mais c'est tout. Et donc en fait, les Vendéens, en remportant la bataille de Pontcharrat, repoussent l'armée républicaine venue de Luçon et se retrouvent en fait à avoir éliminé la seule force républicaine qui pouvait les réprimer. Et donc ils se retrouvent avec un département entier à leurs mains, libre de tout mouvement, sans opposition manifeste. Voilà. À l'inverse, ce qui se passe en Bretagne, dans le Maine et surtout en Bretagne, c'est que là, la répression, elle arrive rapidement. Tout simplement, là aussi, c'est lié à l'identité bretonne et à l'histoire de la Bretagne. C'est que la Bretagne est une terre de révolte. Hein. Ils ont l'habitude, hein, comme je le rappelle à chaque fois, ce sont les grands-parents des Chouans qui ont fait la révolte des bonnets rouges sous Louis XIV. Hein. Le Breton a toujours eu la tête dure. Voilà, c'est ça exactement. Le Breton a tête dure. Et donc là aussi, par rapport au maillage des troupes républicaines, par rapport à la force armée présente, la Bretagne est beaucoup plus quadrillée. Donc très vite, on voit que la répression va s'abattre sur les rebelles, les révoltés même. Hein. On est simplement sur des simples révoltés, voire sur des simples émeutiers. Donc ça sera le cas à Vannes, ça sera le cas à Lorient, ça sera le cas dans tout le Morbihan, dans toute la Bretagne, hein, dans le Finistère, ça avait déjà été réprimé bien avant, dans les premiers prémices de la chouannerie. Et donc en fait, ça va pousser les futurs chefs chouans tels que Cadoudal notamment, qui eux ont été, Cadoudal passera un petit moment en prison à Brest et tout ça, à rejoindre au bout d'un moment l'armée vendéenne, la Vendée. Parce qu'en fait, ils savent que, contrairement à ce qui se passe chez eux, en Vendée, le soulèvement a appris que toute la Vendée est un territoire royaliste, contrôlé par les royalistes, qu'il y a donc une vraie armée qui se lève, hein, la future armée catholique et royale. Et donc ils se disent que s'ils veulent continuer la lutte, c'est là-bas qu'il faut aller, parce que chez eux, ça ne marche pas. Alors juste avant d'aborder la jonction Chouan-Vendéen, il paraît que l'insurgé breton, le Chouan, fait assez peur à voir. Oui, alors... c'est intimidant, un Chouan qui se lève avec sa fourche, oui, avec son fusil aussi, les cheveux longs, le manteau en peau de chèvre, la barbe, le regard noir avec le chapeau à ras des yeux. Il faut se mettre à la place d'un républicain qui tombe sur une horde de sauvages qui est prêt à en découdre pour sauver sa liberté, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Cette partie-là, justement, c'est à évoquer au moment où Vendéens et Chouans se rencontrent. Parce qu'il n'y a pas un choc des cultures, mais presque, effectivement. Le Vendéen, enfin après c'est un peu réducteur d'un point de vue culturel de dire Vendéen, parce que voilà, il y a les Poitevins au Poitou, Poitou. Oui, bien sûr, la Vendée militaire, c'est
10 000 km², Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Loire-Atlantique et Vendée d'aujourd'hui. Oui. Il faut bien faire la distinction, Oui, c'est pas du tout le département d'aujourd'hui. Oui. Je t'ai coupé, excuse-moi, mais... Mais effectivement, voilà, il y a une différence de culture aussi. Hein. Les Vendéens, les Poitevins notamment, sont réputés pour être des gens assez pieux, voilà, dans les tournées vers l'artisanat. Voilà. À l'inverse, les Chouans, alors c'est un peu plus complexe que ça, c'est pas tous les Chouans, mais les Bretons ont un style un peu plus brut. Déjà, tous les Bretons portent les cheveux longs. Ça, c'est important, c'est le symbole de la force. Voilà, un Breton avec les cheveux courts, ça n'existe pas. Effectivement, il y a ce grand chapeau rond à large bord qui couvre les yeux, et puis après ils ont leur propre tenue. Très souvent ils portent le gilet de leur paroisse, notamment quand ils vont au combat pour les grandes occasions, parce que c'est un peu une sorte d'uniforme presque, hein, le gilet de paroisse. C'est quelque chose qu'ils reçoivent en Bretagne, c'est quelque chose qu'un enfant reçoit au moment de sa première communion. Il reçoit le gilet de sa paroisse, hein, qui est très précis, qui a une couleur particulière. Donc voilà. Alors après, il y a le mythe du chouan pot de bique, popularisé par Balzac. Alors ça, c'est pas tous les chouans, effectivement, c'est plutôt les premiers chouans. On en reparlera un peu plus tard, mais de ceux de Jean Chouan, justement. Donc voilà. Donc il y a des différences culturelles, il y a des différences de langue en fait. Hein, parlons-en tout bêtement, hein, mais le breton, il parle vraiment breton à l'époque. Hein, c'est pas un semblant de français, c'est pas un patois, c'est du breton. À l'inverse, le vendéen, oui, il parle le patois vendéen ou le poitevin et tout ça. Donc voilà, il y a un peu le choc des cultures, quoi, si on peut dire ainsi. Le breton crie Toreben, Toreben en fonçant sur les républicains. Oui, alors ce qui veut dire cassez-lui la tête. Cassez-lui la tête. Effectivement, cassez-lui la tête. Armé de son pen-base. Le fameux bâton. Le bâton en fer qui a un bout ferré. En fait, le bout du bâton est ferré parce que ça sert à marcher. Et évidemment, quand on marche, à force de poser le bâton, le bout en bois s'use. Donc, ils mettent une protection en fer de façon à ce que le bout soit moins usé. Un bâton de marche et et du coup ça devient facilement une arme parce que bâton à briser les os. Voilà, exactement. Donc oui, il y a les chouans, il y a l'identité bretonne. Hein. Effectivement, ils parlent chouan, comme tu as si bien dit. Oui, il y a le cri de guerre, mais les chefs chouans donnent leurs ordres en breton. Cadoudal donne ses ordres en breton. Et c'est très intéressant de voir d'ailleurs que les républicains identifient une bande de chouans, notamment sur le critère de la langue. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu vérifier dans les archives. Ils disent telle bande parle français, telle bande parle breton. Et en fait, ils savent, grâce à ça, qui commande cette bande. Je dis une bande, mais non, c'est des termes vraiment militaires. Qui commande cette division, qui commande cette légion, hein, parce qu'ensuite, l'armée morbihanaise, beaucoup plus tard, sera organisée en légion. Parce que des fois, au bout d'un moment, ils auront des chefs qui ne sont pas bretons eux-mêmes. Des chefs issus de l'immigration. Se regroupent aussi par paroisse, comme les Vendéens ? Oui, ça c'est un gros point commun, c'est que tout marche par paroisse. Effectivement, ils se sont soulevés par paroisse. Si on parle un peu d'un point de vue vraiment militaire, dans l'armée régulière, dans l'armée républicaine, ce qui fait la cohésion d'une unité, d'un régiment et tout ça, c'est l'entraînement, le drill. Voilà, c'est l'entraînement, puis ensuite c'est se dire mes camarades à côté de moi sauveront ma peau, donc je dois rester aussi pour sauver la leur, et voilà, ça entraîne. En revanche, il y a de beau chez les Vendéens et les Chouans, c'est que la cohésion est avant tout liée à la famille et à la communauté dans laquelle ils vivent. Quand à l'échelle d'une paroisse, il y a effectivement énormément de frères, de cousins, d'oncles, enfin voilà, tout le monde se connaît, et donc au combat, c'est comme ça que ça marche aussi. C'est qu'on ne peut pas abandonner son oncle, son cousin, toute sa famille. Donc voilà, la cohésion repose sur ça. Et les soulèvements fonctionnent paroisse par paroisse. Puis ensuite, on se regroupe en paroisse jusqu'au niveau alors je reprends le terme républicain, mais le district, voilà. Et ensuite, au-delà, on est plutôt sur des gens qui ne se connaissent pas trop entre eux, effectivement. Donc là, la cohésion devient un peu plus difficile à assurer. Ce qui explique pourquoi, effectivement, il y aura l'armée de Charette fera toujours Bonaparte, pourquoi les hommes de Bonchamp feront un peu Bonaparte. Bon, voilà, parce qu'arrivé à une certaine échelle, quand même, ils ne se connaissent pas tous. Donc ce phénomène de cohésion familiale marche moins bien. Et voilà. Mais la paroisse, c'est la base de tout. Voilà. Charles, est-ce que tu peux nous mettre d'accord une bonne fois pour toutes ? L'origine du mot chouan, on entend beaucoup de choses. On entend le chat huant.
oui. Qu'on appelle toujours la chouette hulotte. Oui. Puisque les chouans se repéraient, s'alertaient entre eux en imitant ce fameux cri de la chouette que je ne sais pas faire. Mais alors on entend soit ça, soit l'origine de le nom de Jean Chouan, qui est un insurgé du côté de la Mayenne. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'origine du mot chouan? Oui, c'est bien introduit. Effectivement, il y a beaucoup de légendes, d'histoires sur l'explication. En fait, comme toute vérité qu'on cherche à appréhender, c'est un phénomène assez complexe, mais toutes ces légendes, toutes ces hypothèses recèlent toujours un fond de vrai pour avoir la vraie explication. Donc, effectivement, le terme chouan, d'où ça vient? Déjà, en fait, c'est les Vendéens qui vont appeler les insurgés royalistes qui se trouvent au nord de la Loire, les chouans. Ah oui. Et ça arrive au moment de la virée de Galerne. Donc, la virée de Galerne, c'est quand, après leur défaite à Cholet, le 17 octobre 1793, la grande armée vendéenne, se replie ici, sur Saint-Florent, et se retrouve acculée à la Loire. Et là, donc, ils prennent la décision de passer la Loire, de traverser la Loire, pour effectivement trouver de l'aide du côté de tous ces insurgés royalistes. Donc, ils traversent la Loire. Ils traversent la Loire le 17 et 18 octobre 1793. En 2 jours, avec seulement 25 barques. Voilà, c'est ça, ce qui est un bel exploit. Un seul noyé pour tout à fait. À peu près entre 80 000 et 100 000 personnes. Tout à fait. C'est impressionnant. C'est un exploit là aussi militaire et logistique, parce que dans des situations similaires, on a vu des armées, quand elles étaient acculées au bord d'un fleuve avec l'ennemi à leur trosse, la panique s'emparait des hommes, des soldats, puis ils cherchaient à traverser la rivière coûte que coûte. La Loire a un fort courant quand même, c'est un fleuve très large. Donc les Vendéens ont réussi à faire ça en plus de nuit, ce qui est un exploit, en bon ordre, avec quelques barques, sans précipitation, sans mouvement de panique, avec effectivement un seul noyé. Et quand ils traversent la Loire, ils vont tomber sur une première bande de royalistes qui se cachaient dans les bois et qui sont effectivement les hommes de Jean Chouan. Jean Chouan, un personnage haut en couleur, moi que j'aime beaucoup. Donc il est de la région de Laval, Saint-Ouen-des-Tois. Et Jean Chouan, son vrai nom c'est Jean Cotreau. Chouan, c'est un surnom qu'on lui donnait bien avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était contrebandier, il était fauçonnier. C'est là qu'on va faire le lien avec effectivement les causes du soulèvement des Chouans, des Bretons. Il était fauçonnier. Son père l'était aussi, ses cousins le sont aussi. Donc les fauçonniers, ce sont des trafiquants de sel. Et donc il se trouve dans cette région, aux alentours de Laval, comme j'ai dit, c'est une région de la Marche de Bretagne, c'est-à-dire la frontière entre le duché de Bretagne et le reste du royaume de France. Et comme j'ai dit, la Bretagne ne payait pas d'impôts sur le sel. Donc, les Marches de Bretagne, c'est cette succession de forteresses qui délimitent la frontière bretonne. C'est la frontière. Effectivement, c'est matérialisé des fois par une forteresse, mais quand on dit marche au Moyen-Âge, on parle pas forcément d'une vraie ligne, mais plutôt d'une zone tampon. Ouais. C'est comme ça qu'il faut le comprendre aussi, comme une zone tampon. Et donc, pendant des générations, la famille Cotreau a fait de l'argent sur le trafic de sel. Bon. Et qu'est-ce qui se passe en fait, tout bêtement? C'est que quand la Révolution abolit les privilèges et dit les Bretons, vous paierez un impôt sur le sel comme les autres, et du coup la Bretagne retrouve la même fiscalité que le reste du royaume de France, et bien ça met au chômage des tas de contrebandiers qui n'ont plus intérêt à faire la contrebande dans cette zone, dans cette marche justement, dans cette zone tampon. Et donc en fait Jean Chouan, Jean Cotreau se soulève un peu pour cette raison. Il y a d'autres raisons, effectivement, l'attachement au roi, à la religion. Contrebandier, qu'on est forcément, c'est pas un criminel, un contrebandier. Voilà, il y avait quand même un fond de piété et d'attachement au roi. Voilà. Et donc, pour revenir vraiment sur le terme Chouan, donc Jean Cotreau et toute sa famille étaient surnommés Chouan, de père en fils. Et Chouan vient précisément d'un mot breton qui veut dire choualaner, qui est un verbe, et qui en fait traduit l'action de chasser les mauvais oiseaux de nuit ou d'avoir des activités nocturnes. Pourquoi les Cotreaux étaient appelés ainsi? Parce qu'étant contrebandiers, évidemment, ils sortaient que la nuit, ils vivaient dans les bois, bon bref,
Voilà, du coup, c'était vraiment une activité nocturne. Et le lien avec la chouette, c'est qu'effectivement, c'était un cri de ralliement très connu des contrebandiers d'imiter la chouette pour se reconnaître entre eux. Voilà pour vraiment l'explication de base sur le mot chouan, au-delà de toute considération voilà, des chouans, insurgés royalistes et tout ça, le surnom de base. Bon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la virée de Galerne, les premiers Vendéens sont tombés sur la bande de Jean Chouan, voilà, qui s'est présenté comme Jean Chouan. Alors, il est descendu de la Mayenne jusque... Non, c'est eux qui sont arrivés dans la zone justement où il opérait. Pour les lieux géographiques, je ne saurais plus redire. D'ailleurs, il a combattu avec eux. Jean Cottereau et son frère François. Voilà. Et leur... Il y a les cousins, il y a toute la famille. Il y a vraiment. Ils sont une quarantaine. Lui, il a jamais été, dirigé une armée de plusieurs milliers. Non. Il a toujours été une quarantaine. Voilà, c'est vraiment sa petite bande d'insurgés royalistes qui sont tous des membres de près ou de loin de sa famille, qui sont tous des contrebandiers, qui maîtrisent la vie dans la forêt, qui maîtrisent l'art d'échapper aux forces de l'ordre, qu'elles soient celles de l'Ancien Régime ou qu'elles soient la République. Voilà. Donc c'est les Vendéens qui tombent sur eux. Et donc effectivement, ils tombent sur ce qu'ils appellent les Chouans, mais dans le sens les frères Chouan, la famille Chouan et tout ça. Et puis en fait, par analogie, il y a d'autres bandes d'insurgés royalistes qui arriveront, mais les Vendéens vont continuer à croire que c'est toujours les hommes de Chouan, de cette grande famille, c'est des hommes à lui et tout ça. Donc par analogie, ils vont continuer à désigner sous le terme de Chouan tous ceux qui arriveront après, notamment les hommes d'Aimé de Boisguy qui arrivent d'Ille-et-Vilaine. Et donc voilà, le terme va prendre. Alors la marquise de la Roche-Jacquelin, dans ses mémoires, précise aussi qu'au début, ils les ont appelés, alors ils les ont, c'est-à-dire c'est plutôt la marquise de la Roche-Jacquelin, les nobles, les chefs, tout ça, ils ont appelé ça la Petite Vendée. Voilà, mais on voit que populairement, les Vendéens, les soldats vendéens, ont appelé tous ces royalistes qui se trouvent au nord de la Loire et qui les ont rejoints au moment de la virée de Galerne, les Chouans, par analogie. Et vraiment ensuite le terme, donc là c'est un peu plus complexe à appréhender, mais a vraiment pris. Voilà. Et même les républicains, du coup, eux aussi, s'y sont mis, entre guillemets, en appelant n'importe quel insurgé royaliste les Chouans. Ouais, comme ils ont appelé les insurgés vendéens des Vendéens, puisque voilà, le terme Vendée vient des républicains. Voilà, désignant les Poitevins et tout ça. Voilà. Et si on continue vraiment sur la terminologie, c'est assez amusant de voir que le terme Chouan sous l'Empire et même, vraiment, on constate même au siècle dernier, prendra une telle ampleur qu'il en viendra à désigner n'importe quel royaliste. C'est-à-dire qu'on retrouve même en politique, j'avais vu un article là-dessus dans les années 20-30 pour désigner les députés royalistes. Oui, ils continuaient à être appelés les Chouans. Sous l'Empire, pendant les 100 jours, il y aura des volontaires royalistes qui se lèveront contre Napoléon, et bon, ils seront appelés les Chouans de Franche-Comté, les Chouans du Dauphiné, et trucs comme ça. Donc voilà, les termes comme ça, pardon. Donc l'analogie va vraiment s'étendre. Tout ça en partant d'une petite famille de contrebandiers qui était surnommée ainsi. Voilà. J'avais une question, Charles, d'un commentaire récemment qui disait « Pourquoi la Bretagne a-t-elle tardé à se soulever par rapport à la Vendée ?» Alors, c'est une très bonne question parce que ça explique justement une des différences notables entre les Vendéens et les Chouans. J'ai déjà donné une partie de la réponse en expliquant que en mars 1793, les troubles liés à la conscription sont matés beaucoup plus rapidement en Bretagne qu'en Vendée. Et au niveau de la temporalité, si on regarde vraiment la chronologie des événements, la guerre de Vendée est à son apogée de mars à décembre 1793. Et après, il n'y a plus de guerre de Vendée, entre guillemets, c'est le passage des colonnes infernales et ensuite quelques petits soulèvements limités et la résistance des derniers chefs comme Charette et Stofflet. En revanche, la chouannerie commence vraiment en 1794 et bat son plein en 1795, alors que la guerre de Vendée est totalement finie. Donc effectivement, ça ne se déroule pas en même temps, notamment parce que, comme je l'ai dit, les futurs chefs chouans comme Cadoudal et d'autres préféreront aller en Vendée pour se battre, notamment parce que la Vendée est bien soulevée, plutôt que de rester en Bretagne, là où il ne se passe rien, là où il est difficile de mener de vraies actions armées et efficaces. Et en fait, ils vont retourner chez eux
après la virée de Galerne. Donc il y a beaucoup de futurs chefs chouans qui participent à la virée de Galerne. Georges Cadoudal en fait partie, Aimé de Boisguier aussi quand il rejoint l'armée vendéenne une fois qu'elle a passé la Loire. Et donc la virée de Galerne, je rappelle quand même, donc c'est à partir d'ici, à partir de Saint-Florent, l'armée vendéenne monte vers Granville avec l'espoir d'avoir un débarquement des Anglais qui leur apporte armes, munitions et éventuellement soldats. Ils n'y vont pas par hasard, c'est parce qu'ils ont reçu une missive en ce sens. C'est un échec puisqu'ils n'arrivent pas à prendre Granville, donc ils n'arrivent pas à prendre un port, et donc ils décident de retourner en Vendée dans des conditions vraiment désastreuses, puisque l'armée est déjà à moitié anéantie, affamée, épuisée, il n'y a plus de munitions, et ils ont les républicains sur les talons qui, au fur et à mesure, de bataille en bataille, de victoire en défaite, finissent par anéantir totalement cette armée qui se délite au Mans, après la bataille du Mans. Et après la bataille du Mans, qui est une effroyable défaite pour les Vendéens, beaucoup de Bretons décident de retourner chez eux. Au moment où Georges Cadoudal s'en va, où Aimé de Boisguier s'en va. Puis ils laissent les Vendéens retourner chez eux, puis terminer leur périple avec la défaite de Savenay, où l'armée vendéenne est massacrée. Mais en revenant chez eux, justement, ils mettent à profit tout ce qu'ils ont appris en Vendée et ils se soulèvent. Alors il est important de préciser, on a parlé de l'association bretonne, qui était une organisation mise en place en vue du soulèvement, mais qui n'a pas pu produire ses effets au moment voulu, puisque le marquis de la Rouërie est mort et rien ne s'est passé. Mais l'association était toujours bien en place et sommeillait. C'est-à-dire que les chefs étaient prêts à prendre les armes, les caches d'armes étaient prêtes, les plans d'action étaient rodés, il n'y avait plus qu'à déclencher le soulèvement. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que, pas spontanément, mais les chouans vont se soulever, et les chefs chouans, les premiers chefs chouans, seront en fait ceux désignés par le marquis de la Rouërie dans l'association bretonne. Voilà. De façon spontanée ou pas, ils vont se soulever, c'est un peu difficile à appréhender. Donc ça, c'est en 1794. Et en fait, contrairement là aussi aux Vendéens, la chouannerie va très vite se structurer parce qu'un premier personnage va prendre la tête de l'ensemble des chouans, notamment bretons, puisque c'est surtout en Bretagne que ça se soulève en 1794. Et ce personnage, c'est le comte de Puisay. Voilà, le comte de Puisay va arriver en Bretagne et va rallier à lui les chefs chouans parce qu'il, dira-t-il, ça n'a jamais été vraiment prouvé, il avait reçu des ordres et des consignes de la part des princes en exil, notamment du comte d'Artois. Voilà, le comte de Puisay va prendre la tête du soulèvement et va vraiment mettre en place une armée royale, l'armée royale du Morbihan, qui commencera vraiment à mener de vraies opérations sur les villes tenues par les républicains au début de l'année 1795. Voilà. Et donc en fait, pendant que la Vendée a lieu, pendant que la Vendée se bat et se fait massacrer, la chouannerie se développe enfin pas tranquillement, mais sous le boisseau, pourrait-on dire, voilà, chapeauté par le comte de Puisay qui organise un peu tout ça et qui vraiment lance ses hommes à l'attaque que quand tout est bien organisé, tout est bien réglé. Et puis surtout, pour faire le lien, ils récupèrent des chefs chouans comme Cadoudal qui reviennent chez eux après la défaite de l'armée vendéenne. Et en fait, la chouannerie, contrairement aux guerres de Vendée, va durer assez longtemps, avec des phases, des périodes de trêve. La guerre va reprendre. Donc il y a la première chouannerie la plus importante de 1794 à mai 1795, qui va être momentanément suspendue avec le traité de paix de la Mabilé et qui va reprendre au moment du débarquement de Quiberon, puisque la paix n'a servi aux chouans qu'à organiser le débarquement de Quiberon. Le débarquement de Quiberon va être un échec, mais la chouannerie, la deuxième chouannerie, continuera jusqu'en 1796. À nouveau, une nouvelle paix proposée par les Républicains, par le général Hoche, paix qui durera jusqu'en 1799, et à nouveau, un nouveau soulèvement, une nouvelle chouannerie. Voilà. Donc c'est comme ça que la chouannerie va continuer aussi longtemps. Je tiens à préciser quand même que la Vendée a duré très peu de temps, contrairement à la chouannerie, non pas parce qu'elle était mal organisée,
Mais elle a duré très peu de temps parce qu'en fait, elle s'est pris une répression terrible par le biais des colonnes infernales. Là aussi, si on veut comprendre la différence entre les guerres de Vendée et la chouannerie, il faut regarder au même moment ce qui se passe à Paris. C'est-à-dire que 1793, c'est la Convention qui est au pouvoir, la Terreur et Robespierre. Donc, pour anéantir la Vendée, il décide de mettre en place la mesure radicale, une mesure radicale qui est celle de vraiment anéantir et raser le département, enfin le territoire plutôt, par le biais des colonnes infernales. Tandis que pour la chouannerie, j'ai dit, elle prend en 1795, et surtout, en 1795, il y a la chute de Robespierre et de la Convention. Donc voilà, ceux qui vont lui succéder, ce sont des modérés, des républicains modérés. Et ils ne voudront pas mettre en œuvre, en Bretagne, les mêmes mesures que celles qui avaient été mises en œuvre en Vendée. Donc c'est pour ça qu'en Bretagne, contre les Chouans, il n'y aura pas de colonnes infernales, il n'y aura pas un territoire anéanti. Mais déjà aussi, ce qui est intéressant à voir, c'est parce que moi je l'ai vu dans des archives, même les républicains bretons, hein, les administrateurs des districts et tout ça, écrivent missive sur missive à Paris en disant « S'il vous plaît, ne nous envoyez pas des colonnes infernales, ne nous envoyez pas des troupes qui raseront le pays, parce que, entre guillemets, pour dire les choses simplement, on y passera comme les autres. » Voilà. Et donc en fait, là aussi, hein, ce sont des mesures, des calculs politiques. Donc c'est le directoire, si je ne dis pas de bêtises, qui succède à la Convention, veut faire oublier la terreur, veut faire oublier la révolution, la République violente, hein, veut montrer que la République est bonne et miséricordieuse. Donc en fait, du coup, ne va pas appliquer les mêmes mesures en Vendée, et c'est tant mieux pour les Chouans. Mais donc du coup, voilà, c'est pour ça que la chouannerie va durer aussi longtemps, parce que les Chouans ont une certaine endurance, une certaine résilience, hein, c'est un terme qui est à la mode, mais voilà aussi parce qu'ils ne subissent pas la même répression que les Vendéens par rapport à ce qui se passe à Paris. J'ai une autre affirmation, Charles. On connaît beaucoup les chefs vendéens, on connaît beaucoup moins les chefs chouans. On a parlé de Jean Cottereau tout à l'heure, dit Jean Chouan. Moi, je peux te citer Pierre Mercier, je peux te citer, comment s'appelle-t-il, Rochecotte, Pinson, Cadoudal, évidemment. Ouais. Les autres ne me viennent pas tout de suite. Monsieur Bouhagui, on en a parlé. Oui. Voilà, il y a plusieurs chefs chouans. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle aura avaient-ils sur leurs hommes? Avaient-ils justement beaucoup d'aura? Voilà, tu peux nous en dire un petit peu plus de sur les différences. Ces héros méconnus. Oui. Alors, paradoxalement, avec le temps, moi j'en suis venu à l'idée que il n'y avait pas de grande différence entre les chefs chouans et les chefs vendéens. Il y en a beaucoup qui disent chefs vendéens c'est des nobles et chefs chouans c'était plutôt des gens du peuple. En vrai, on voit que c'est équilibré, effectivement. Donc le premier, le plus connu, c'est Georges Cadoudal. Mais alors c'est le plus connu, mais un peu à tort. C'est uniquement parce que c'est lui qui a aussi duré le plus longtemps, puisqu'il sera arrêté en 1802 par la police de Napoléon à Paris, voilà, dans des circonstances rocambolesques. Mais en vrai, ça n'est pas lui qui commandait les Chouans dès le départ. Il prendra la tête de tous les Chouans après l'échec de Quiberon et après que le comte de Puisay ait été évincé. Voilà, chef Chouan du Morbihan, hein, il était originaire d'Auray, avec une stature, il suffit de reprendre les tableaux pour voir ça, imposant, il était vraiment massif, il était impressionnant, une force herculéenne, le coup de taureau comme on dit, très grand, très fort. Donc voilà, avec un aura physique, pour parler de l'aura justement des chefs chouans. Ça a beaucoup joué, hein, sa stature comme homme ça a joué énormément. Pas insignifiant. Ça a joué énormément. Il ne faut pas oublier, les Vendéens comme Chouans sont très sensibles au physique de leur chef. Hein, c'est des chefs militaires qui n'ont ni galon, qui n'ont ni uniforme et tout ça, donc leur autorité, ils le portent dans leur allure, dans leur posture, dans leur attitude. Voilà, c'est une autorité naturelle. Et si elle n'est pas naturelle, il n'y a pas d'autorité du tout simplement. Donc c'est important de le préciser. Dans les autres chefs chouans, alors il y en a qui sont moins connus malheureusement. Par exemple, on prend celui qui a été le primo-organisateur, le premier chef de tous les Chouans du Morbihan, qui est le comte de Cise,
effectivement, qui était déjà dans l'association bretonne du marquis de la Rouërie, qui devait occuper un poste important, et qui, quand il y aura le soulèvement de mars 1793, aura l'intelligence d'esprit de se dire c'est parti, on peut essayer de faire ressurgir le mouvement et de soulever tous les chouans, hein, même s'il ne s'appelait pas comme ça déjà à l'époque. Voilà le comte de Cisse, donc il fera ce qu'il pourra, et puis malheureusement il perdra en crédit pour avoir signé la paix de l'Amabilité alors qu'il ne voulait pas, donc voilà, il sera un peu mis à l'écart. Dans les autres chefs chouans, alors il y a les Morbihanais, là je parle surtout des Morbihanais, hein. Il y a Pierre Guilmotte aussi, voilà, chef chouan issu du peuple, hein, du côté de Bignan. Il y a Pierre Duchéla, celui dont j'ai écrit la biographie Petite Noblesse, qui lui, donc à la limite des territoires insurgés, un peu isolé du côté entre le Finistère, le Morbihan, les côtes du Nord comme on disait à l'époque. Il y a aussi alors un chef chouan que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Jean. Alors à mon avis on prononce très mal le nom, mais c'est Jean-Yann plutôt, puisque Yann dans tous les cas est le prénom breton pour Jean. Voilà, là aussi qui sera en activité pendant un long moment, un chef chouan assez redoutable, quoique un peu violent, issu du peuple, là aussi, très jaloux de son indépendance. Il y aura toute la famille de Lantiville et de Lantiville de Kervéno, voilà. Il y aura plusieurs chefs, bon là aussi, hein, comme je le disais tout à l'heure, la noblesse bretonne est une grande famille, et puis voilà, tous les cousins, oncles prendront des commandements à droite et à gauche. Alors il y a aussi les chouans d'Ille-et-Vilaine, tels que Boishardy, assez connu, hein, avec une histoire rocambolesque, avec sa maîtresse qui l'aurait trahi et qui sera arrêté par les Républicains et exécuté. Il y a le fameux Aimé de Boilly, un beau personnage, hein, puisqu'il se retrouve, il est très vite associé au marquis de la Rouërie, il servira d'aide de camp au marquis de la Rouërie à l'époque de l'association bretonne alors qu'il avait 15 ans. Et ensuite, il se retrouvera à la tête de ses chouans 2 ans plus tard à peu près. Et puis il continuera à chouaner pendant un long moment. Un peu individualiste, mais un très bon chef de guerre, un très bon militaire. Et puis en fait, il continuera, il sera ni capturé ni exécuté, hein, parce que je n'ai plus la date de sa mort, mais voilà, il mourra de vieillesse, décoré par le roi avec un grand prestige, une grande aura, une belle figure. Voilà. Donc Jean Chouan dont on parlait, il y a Jean Tréton dit Jambe d'Argent aussi qui est un voisin de Jean Chouan. Et puis alors on va parler quand même des Normands parce qu'on oublie les Chouans normands, donc avec le fameux Louis de Frotté. Si on parle un peu des Chouans normands, parce que là on l'a dit, la chouannerie c'est en Bretagne, c'est dans le Maine et c'est en Normandie. Il y a aussi une chose très amusante à voir, c'est que les débuts de la chouannerie se déroulent essentiellement dans le Maine et dans le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, suite au soulèvement vraiment populaire. En revanche, il y a la chouannerie normande, elle arrive tardivement. Et surtout, en fait, elle arrive parce que c'est l'armée des princes en exil qui parachute vraiment Louis de Frotté en Normandie en lui demandant d'organiser une chouannerie et de se soulever ce territoire qui était déjà un peu agité, il faut le reconnaître. Donc voilà pour les chefs morbihanais, ils sont assez variés, ils ont des parcours vraiment très différents. Il y a des Bretons, il y a des non-Bretons. Voilà, ils sont moins connus, je dirais quand même que le premier, parce qu'il a une vie, un parcours et une fin tout aussi légendaire, c'est Georges Cadoudal, bien évidemment, dont le souvenir est encore très ancré dans le Morbihan. Alors justement, restons sur Cadoudal. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce personnage, puisque malgré tout, bon, disons que c'est le plus connu des chefs chouans, donc ça mérite de s'y arrêter un petit peu. Tu nous as parlé de sa stature très physique. Est-ce que tu peux nous parler, je vais faire un petit bond, mais dans la suite des événements, mais ça va te permettre toi aussi de rebondir justement sur le personnage. J'aimerais que tu nous parles de l'attentat qu'il a tenté justement contre Bonaparte, ainsi que sa capture et sa mort, qui sont des événements assez rocambolesques et où on peut voir aussi beaucoup de panache. Voilà. Effectivement, oui, Georges Cadoudal, il a marqué les esprits, notamment parce qu'en fait, il a quand même eu beaucoup d'interactions avec Bonaparte, hein, avec le futur Napoléon.
Son histoire est représentative aussi de la façon dont Bonaparte, quand il arrive au pouvoir en tant que premier consul, gère la chouannerie. Il arrive au pouvoir et il a quand même une insurrection dans l'Ouest, hein, qui va chercher à mater de différentes façons. Alors, il exclut tout de suite la répression violente, colonnes infernales, c'est hors de question. La répression militaire, oui, il la met en place. Effectivement, on parlait de... J'avais notamment écrit un article là-dessus, le rôle de la gendarmerie pendant la chouannerie. Il mise beaucoup sur les gendarmes, il multiplie le nombre de brigades de gendarmerie, il fait des gens à cheval, bon bref, voilà. Il réorganise militairement comme il sait faire, c'est un génie militaire. Et puis aussi, alors il tente, pour dire les choses franchement, d'acheter les chefs chouans. Il tente de leur faire mettre bas les armes en leur offrant des grades, en leur offrant des postes dans l'armée, en leur offrant tout simplement une amnistie. Il y en a qui vont accepter. Et il tente le coup avec Cadoudal. Et donc effectivement, il le fait venir à Saint-Cloud. Et il va y avoir une entrevue entre lui et Cadoudal, une entrevue qui sera rapportée par Armand de Caulaincourt, si je ne dis pas de bêtises, et qui dit déjà que oui, Armand de Caulaincourt a été impressionné de voir déjà ce géant breton, comme on disait, arriver, et puis être présenté face au premier consul. Donc, on connaît tous la stature de Napoléon, hein. Bon, pas si petit que ça, mais petit quand même, chétif, maigre, et puis face à lui, il y a ce géant breton massif et imposant. La porte va se refermer, il n'y aura pas de témoin de l'entrevue. Sauf que effectivement, très vite, il y a des éclats de voix qui vont se faire entendre. Et en fait, ce qui se passera, c'est que Cadoudal sera outré par la proposition déshonorante que lui fait Bonaparte de mettre bas les armes en échange d'un grade de général, d'un poste dans l'armée, d'une situation confortable. Voilà. Et donc de là va naître vraiment une inimitié entre Cadoudal et Napoléon, qui va durer jusqu'au bout, hein. C'est vraiment une lutte à mort qui s'engage à partir de cette entrevue de Saint-Cloud. Donc si on reprend un peu, oui, pour revenir à l'attentat de la rue Saint-Nicaise, c'est une idée qu'a Cadoudal de se dire il faut s'en prendre donc à la tête de l'État, il faut éliminer le premier consul, voilà, pour inverser la balance politique, hein. Le calcul était intéressant, puisqu'il ne faut pas oublier que les 2 années qui ont précédé l'accession au pouvoir de Napoléon, la monarchie a été plusieurs fois à 2 doigts d'être établie. Il ne faut pas oublier que Bonaparte se fait connaître lorsqu'il mate l'insurrection de Vendémiaire sur les marges de l'église Saint-Roch. Ce qu'il mate, tout simplement, c'est un soulèvement royaliste au plein cœur de Paris. Donc vraiment, là, à 2 doigts d'avoir la monarchie rétablie. Je passe aussi la question des diverses élections du corps législatif, où plusieurs fois des députés s'étaient présentés sous l'étiquette royaliste et étaient à 2 doigts d'être élus. Donc vraiment, il y a un calcul très intéressant de la part de Cadoudal. Alors, la propagande bonapartiste dira, oui, Cadoudal avait prévu d'assassiner bêtement et salement le premier consul. Dans les faits, Cadoudal avait un plan chevaleresque, puisqu'il prévoyait d'enlever le premier consul au moment où il était en train de se rendre dans sa résidence à Rueil-Malmaison, hein, Paris-Rueil-Malmaison, et attaquer l'escorte, un combat d'homme à homme, et s'emparer du premier consul. Bon. Pour mettre ce plan à exécution, il a besoin d'aide, de subsides de la part des Anglais, donc il retourne en Angleterre. Et pendant ce temps, malheureusement, des lieutenants à lui vont prendre l'initiative d'accélérer les choses et d'éliminer le premier consul par un attentat à la bombe. Donc ce n'est pas Cadoudal qui a organisé l'attentat de la rue Saint-Nicaise, c'est important de le préciser. Voilà, j'ai oublié, c'est le chevalier de Saint-Régent qui met en place le plan d'action, qui décide que ça sera par une bombe. Bombe effectivement qui explose au passage du premier consul la nuit de Noël 1800, si je ne dis pas de bêtises, lorsqu'il passe dans la rue Saint-Nicaise, voilà, avec un effet dévastateur. Ouais, puis le 25 décembre, c'est assez mal vu quand même. C'est mal vu en plus que ça soit la nuit de Noël. Bon. Donc du coup, de là, répression franche, claire et nette de Bonaparte contre les royalistes. Et donc, il va lancer une chasse à l'homme, déjà faire arrêter le chevalier de Saint-Régent, et puis surtout Cadoudal, dont la tête va être mise à prix partout en France. Et Cadoudal, en fait, revient à Paris pour continuer, hein, quand même. Il a toujours l'idée d'enlever le premier consul. Bon, et en fait, l'étau se resserre, il change de cache, et on est vraiment sur un roman d'espionnage, une série d'espionnage presque, pourrait-on dire.
Et puis un soir, alors qu'il change de cache, qu'il rejoint un autre logis, il est reconnu par des policiers qui se lancent à sa poursuite et qu'il arrête au moment où il descend d'un fiacre. Alors j'aime beaucoup cette petite anecdote, mais il y a un inspecteur de police qui tente de s'emparer de lui et Cadoudal lui tire une balle et le tue sur le coup. Et cet inspecteur s'appelait l'inspecteur Buffet. D'où l'expression se prendre une balle dans le buffet, tout bêtement. Voilà, donc Cadoudal cherchera à s'échapper, hein. Il sera pris en chasse par les policiers qui rameuteront toute la foule, et puis au bout d'un moment il se retrouvera coincé et il se rendra avec panache. Voilà. Jugé rapidement, et donc Bonaparte veut le voir mort, et surtout d'une façon qui rappelle trop les heures sombres de la Révolution. Bonaparte veut le voir guillotiné et non pas fusillé, comme il avait fait exécuter le duc d'Enghien, par exemple, dans les fossés de Vincennes. Et donc beaucoup de proches de Bonaparte, c'est ça qui est intéressant à voir, vont chercher à intercéder en sa faveur, notamment Joséphine Beauharnais, notamment Murat, qui aura une certaine admiration pour ce grand chef breton. Et on dit que Murat, du coup, qui quittera Paris le jour même pour ne pas avoir assisté à cette exécution qu'il jugeait indigne. Voilà, et donc Cadoudal est guillotiné place de Grève, donc en face de l'actuel hôtel de ville à Paris, très dignement et très courageux jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est vraiment le dernier grand chef morbihanais, on va dire breton, dernier grand chef breton chouan qui meurt. Mais il ne faut pas oublier que d'autres ont continué le combat et que des chefs chouans seront arrêtés, exécutés, mourront, notamment Pierre Guillemot en 1812, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est en plein sous l'Empire. Hein, donc voilà. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans la chouannerie et qui reste une différence notable par rapport aux guerres de Vendée, c'est que la chouannerie, elle continue pendant très longtemps, et même la dernière chouannerie sera la chouannerie de 1815 au moment des 100 jours. Donc au moment des 100 jours, Napoléon reprend le pouvoir après avoir chassé une nouvelle fois Louis XVIII. Bon, c'est vraiment un pari hasardeux, puisqu'il se prend immédiatement une énième coalition militaire de toutes les nations européennes, et puis surtout dans l'ouest, breton et vendéen, ensemble cette fois, prennent les armes et mène une magnifique campagne militaire avec de très beaux succès, et en fait qui connaît sa conclusion à la deuxième abdication de Napoléon. Napoléon abdique, et puis à partir de ce moment-là, le roi revient. Donc sa chouannerie de 1815 se termine tout simplement, voilà, avec en somme une victoire, puisqu'on dit que les troupes que Napoléon a dû détacher pour combattre Chouans et Vendéens lui ont fait défaut au moment de la campagne de Belgique, et donc lui ont pas permis de remporter Waterloo. Voilà pour la chouannerie, la dernière chouannerie. Alors on dit qu'en tout, la chouannerie a duré 23 ans. Est-ce que c'est bien ça? À peu près, bien sûr. 23 ans, alors oui. De 1792 à 1815, quoi. 1815, oui, on peut le dire. Sans interruption. Sans interruption, puisque vraiment, il y aura des chefs chouans qui continueront à se battre. Alors, certains diront, oui, on était plus sur du brigandage, c'était plus trop des chouans. Oui et non, à voir, à creuser, mais par exemple je pense à, voilà, j'ai dit Pierre Guillemot qui terminera exécuté alors qu'on est en plein milieu de l'Empire. Il y a le Pêche de Bar aussi, du côté du Morbihan, à cheval entre le Morbihan et Finistère, qui continuera à agir pendant tout l'Empire. Oui, vraiment 23 ans, ça ne me paraît pas absurde de dire ça. Ce qui est sûr, c'est que ça a toujours été une épine dans le pied de Napoléon et de l'Empire. Et si la chouannerie a pu aussi reprendre en 1815 et être réorganisée aussi rapidement, c'est justement parce qu'elle ne s'était jamais éteinte. Il a suffi de s'appuyer sur les éléments encore actifs et puis de soulever de nouveaux hommes pour monter à nouveau une grande armée catholique et royale du Morbihan, et puis mener donc cette magnifique campagne militaire en juin et juillet 1815. Et alors, as-tu une idée du nombre de morts en Bretagne? En Vendée, ça
oscille autour de 200 000. Voilà, monsieur Reynald Secher a le chiffre de 117 000, mais il est d'accord pour arrondir un petit peu au-delà puisque les chiffres sont toujours incertains. Il est toujours en train de travailler d'ailleurs sur un chiffre plus précis. Certains parlent jusqu'à 600 000 morts en Vendée. Enfin voilà, les travaux ne sont pas finis. En Bretagne, est-ce qu'on... Alors moi personnellement, j'ai pas réussi à trouver ce chiffre. Le nombre de morts chez ces courageux Bretons qui ont osé défier la République. Je saurais pas dire. Je saurais pas dire. C'est toujours compliqué d'avoir des statistiques fiables. S'il fallait donner quelques explications, je dirais que déjà pour une armée régulière, c'est très compliqué de compter ses morts. Alors pour une armée, pour des armées régulières, là aussi, il n'y a pas vraiment de comptabilité et d'états qui sont tenus. Non, c'est assez compliqué. Là, c'est vraiment tout un travail de statistiques et d'historiens qu'il faut faire pour essayer de chiffrer parfaitement le nombre de morts liés à la chouannerie. Ce qui est sûr, c'est que c'est massif. Je ne dirais pas, parce qu'on ne va pas se lancer dans une course au nombre de morts, je ne dirais pas que c'est plus qu'en Vendée, moins qu'en Vendée, autant qu'en Vendée. Oui, bien sûr. Mais voilà, ça reste assez considérable, bien évidemment. Ouais. Je viens de lancer une idée à qui cherche un travail universitaire à faire. Voilà. Alors Charles, moi j'avais un chiffre, il est contestable, mais on dit qu'à peu près 500, 600, 700 personnes, 700 Bretons accompagnent les Vendéens pendant la virée de Galerne et font bataille commune avec eux pendant le trajet. Et le trajet du retour, effectivement, de Granville jusqu'à la Vendée, les Chouans rentrent chez eux et continuent à faire la guérilla une fois rentrés chez eux. Ça me permet de te lancer en parlant de cette jonction Chouan-Vendéen. Charette, lui, il combat dans le Marais breton, ce qu'on appelle les pays d'Arrée aujourd'hui. Tu as quelque chose à nous dire un petit peu sur le personnage? C'est un breton, c'est un Vendéen, lui, on ne sait plus. Ouais, moi vraiment, je soutiens l'idée que Charette est à mettre dans les chefs chouans, en fait. On le met trop souvent dans les chefs vendéens. Tout ça parce qu'on s'en tient uniquement aux critères géographiques pour différencier un chouan d'un vendéen. En disant les chouans c'est au nord de la Loire, les vendéens c'est au sud. Comme j'ai dit, comme on a vu tout au long de cette vidéo, il y a bien plus que ça. C'est pas juste un simple critère géographique avec une simple frontière. Voilà, on a vu qu'une différence commune, c'est dans qu'une différence pas commune, une différence tout court, c'est dans les causes de soulèvement, puisque les chouans se soulèvent pour des raisons vraiment bretonnes, liées à leur identité bretonne. Voilà, et donc se demander si Charette est un chouan, c'est se demander si Charette est un breton. Et en fait, la réponse est plutôt oui. Charette est d'une petite noblesse bretonne, hein. Charette de la Contrie, voilà. Il est né du côté d'Ancenis, effectivement, donc on n'est pas au Il est né à Legé, qui est une ville bretonne. Voilà, c'est ça, exactement. Quand j'ai parlé d'Aimé Boisguier qui va aux gardes marines, que lui aussi va aux gardes marines, on voit pareil, hein, quand même dans le cursus, on était sur un cursus de bretons. Je ne dis pas que tous les gardes marines, tous les marins étaient bretons, mais voilà, c'était plutôt courant pour la noblesse bretonne, bien évidemment, d'aller servir dans la marine. Et pour beaucoup de bretons aussi, d'aller servir dans la marine. Voilà. Donc voilà, nous avons donc un breton de la noblesse bretonne. J'ai dit que la noblesse bretonne aussi était une grande famille où tout le monde se connaissait. Ça ne me paraît pas idiot non plus quand j'entends dire que Charette connaissait la Rouerie, faisait partie de l'association bretonne. Je l'ai entendu dire pour Catlino. Non, c'est complètement absurde. Catlino ne faisait pas partie de l'association bretonne. En revanche, Charette, oui, très probablement, faisait partie de l'association bretonne, ou en tout cas avait des liens. Je te coupe juste une seconde parce que tu me fais penser à ça. Oui. On dit que Catlino faisait partie de l'association bretonne, puisque c'est c'est le premier à se soulever, disons, le 10 mars 93, et que la rouerie de l'association bretonne voulait faire commencer son insurrection à la date justement du 10 mars. Donc c'est un hasard, quelque part. Pareil, on dit ça aussi effectivement, que la rouerie voulait commencer au 10 mars. Non, la vraie date qu'avait prévue la rouerie pour déclencher le soulèvement, il n'y avait pas de date précise, puisque c'était uniquement au moment où les armées coalisées prendraient la ville de Longueville,
Donc on est en Lorraine, si je ne dis pas de bêtises, un peu après Verdun. Et en fait, ça ne marchera pas puisque la victoire de Valmy fera que les troupes coalisées seront repoussées et n'atteindront jamais Longueville. Donc en fait, la rouerie ne déclenchera pas son soulèvement. Il n'y avait pas de date précise, il y avait un objectif. Voilà, parce qu'à partir de Longueville, il ne restait plus que quelques étapes pour marcher sur Paris. Donc c'était le bon moment pour que ça aurait permis aux coalisés de terminer leur marche sur Paris en déclenchant un soulèvement sur les arrières des Républicains, donc dans l'Ouest. Voilà. Donc, et puis il n'y a rien à voir. Catilino, il est loin, c'est un roturier, lui il est en plein cœur de bombes, des Mauges. Non, c'est un peu absurde, quoi. Ça fait rêver. Voilà, c'est une explication. Voilà, ou pas. Mais non, c'est pas tenable. En revanche, voilà, pour Charette, oui. Et puis surtout, Charette, effectivement, il opère dans cette région qui se trouve au sud de la Loire, en bordure de Vendée, dans la Loire-Atlantique actuelle, qui est le pays de Ré et les Marais bretons au sud, effectivement, qui était un territoire qui faisait partie du duché de Bretagne. La Bretagne, peut-être qu'aujourd'hui elle s'arrête à Nantes et tout ça, même au nord de Nantes, mais autrefois, non, la Bretagne, et ça remonte à le pays de Ré, les Marais bretons deviennent bretons vraiment au milieu du Moyen-Âge, donc depuis très longtemps. Donc derrière, logiquement, il y a une culture bretonne, il y a une identité bretonne et tout ça. Bien sûr, ouais. Voilà. Comment expliquer aussi que Charette ait toujours fait bande à part, mais parce que c'était comme ça pour lui, il se sentait plus proche des Chouans, même culturellement, il n'était pas tourné comme ces hommes d'ailleurs, vers les Vendéens, vers les Poitevins. Ces hommes aussi on leur faisait les mêmes reproches. Les Vendéens faisaient aux hommes de Charette les mêmes reproches que ceux qui faisaient aux hommes de Jean Chouan, manque de piété, rustre, sale, voilà. Pourquoi ? Mais parce que voilà, c'était des Bretons. Je n'ai pas dit que tous les Bretons étaient rustres et sales, mais voilà, parce que voilà, il y avait ce même style de vie. À voir si les hommes les maréchins, voilà. À voir, je pense aussi, je ne sais pas si les hommes de Charette parlaient breton ou même si Charette, je pense que Charette parlait breton. Il faudrait creuser la question aussi. Autre chose qui me fait dire que Charette est à classer dans les Chouans, c'est qu'effectivement, notamment au mois de mai 1795, donc l'armée royale du Morbihan, dirigée par le comte de Cise, prévoit une opération d'envergure autour de Vannes, de mener une vraie offensive, et ils vont chercher de l'aide donc dans les territoires insurgés voisins, et donc ils vont chercher de l'aide du côté de Charette. Voilà. Ils sont toujours à chercher de l'aide et à chercher à se mettre en relation et en coopération avec Charette. Déjà parce que évidemment c'est leur voisin, mais voilà, il y a comme une espèce de proximité naturelle. Voilà, c'est un allié, il fait partie de et en fait, tout bêtement, pourquoi aussi il y a cette obsession à prendre Nantes ? Pourquoi Nantes est problématique ? Parce qu'en fait, Nantes, ça crée c'est l'épine dans le pied des Chouans pour que le dispositif Chouan continue. Parce que vu que Charette est coupé des Chouans du Morbihan à cause de Nantes, il a besoin de prendre Nantes pour établir une vraie jonction et vraiment agir de concert avec les Chouans. Parce qu'à l'inverse, il ne cherche plus aucun chef vendéen après lui. Voilà, mais lui, on voit qu'il est toujours tourné vers la Bretagne. Il regarde toujours vers le nord. Voilà. Il a un attachement fort en terre bretonne. En terre bretonne. Ouais. Et effectivement, on voit qu'il fait bande à part quand il s'agit des Vendéens. Oui, ça expliquerait que son désir de rester toujours dans son marais breton, c'est ça. À défendre ses terres bretonnes, comme je disais, plutôt que de risquer le danger de partir loin. Voilà, de partir avec les Vendéens et tout ça. Voilà, parce que pour lui, il fait partie, en termes du dispositif Chouan. Ouais. Voilà. Pourquoi aussi il signe le traité de paix de la paix de la Jaunée, et tout de suite dans la foulée, quelques semaines plus tard, les Chouans signent le traité de paix de la Mabilé du côté de Rennes. Bon, voilà, c'est parce qu'il y avait une espèce de concorde et de synchronisation entre les deux. On voit aussi que Quiberon, il suit ça de près. Voilà, l'échec de Quiberon, premier réflexe, c'est il débarque chez moi. Voilà, et puis on continue. C'est pas il débarque chez moi, on commence une nouvelle guerre et puis on va faire guerre. Non, c'est on récupère les restes, on récupère cette 3e division qui est encore en mer complète et puis on continue la guerre. Voilà. Donc des tas de choses font dire que Charette vraiment est à classer dans les chefs chouans. Il
il faut arrêter de le classer dans les chefs vendéens. Hein. Déjà, Charette, il est arrêté mars 1700, c'était récent l'anniversaire, l'arrestation de Charette, 23 mars 1795, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est un chef curieux, chef vendéen qui continue la guerre beaucoup plus longtemps que les autres chefs vendéens. Bah non, c'est parce que c'est plutôt un chouan et parce que voilà, il est plutôt dans la chouannerie plutôt que dans la guerre des Vendées. Oui, on l'a inclus avec les Vendéens parce qu'il a fait bataille commune à plusieurs reprises. Voilà, et il était présent à Torfou, 2 fois à Luçon, etc. Donc voilà. Parce c'était la facilité de... Il faudrait voir, mais il est allé chercher, il s'est rallié aux Vendéens, mais parce qu'il y avait Nantes qui le bloquait. Hein. Je reviens toujours à Nantes. Nantes qui était ce plafond au-dessus de lui qui l'empêchait d'aller chercher vers le nord, vers la Bretagne. Donc pas le choix, il va voir les Vendéens. Mais il fait bande à part, toujours un peu dans son coin. Effectivement, puis même dans le style de ces hommes, hein, j'y reviens encore un peu, hein, quand on voit comment Lucas de la Championnière dans ses mémoires décrit les maraîchins, on a l'impression qu'il décrit effectivement des chouans de Jean Chouan, hein, peau de bique, cheveux longs et tout ça. Donc voilà. Donc Charette, à revoir. Effectivement, il s'est pris les colonnes infernales. Bon, bah là, voilà, parce que les colonnes infernales, géographiquement, elles ont poussé, entre guillemets, jusqu'à la mer, si on veut. Donc, voilà, mais elles auraient pu s'étendre aussi en Bretagne. Donc voilà, beaucoup de choses qui font dire que Charette est à classer dans les chefs chouans plutôt que vendéens. Le débat est ouvert. Tu me fais penser à quelque chose, ça veut dire qu'il y a eu quelque part des colonnes infernales en Bretagne, puisque Turreau a ratissé la Vendée, mais aussi le Pays de Ré, donc les Bretons ont été touchés par ces colonnes infernales finalement. Logiquement, si on considère que le Pays de Ré est la Bretagne, oui, du coup, il y a eu des colonnes infernales en Bretagne, voilà, dans l'Europe-Atlantique. Et tu parlais du débarquement de Quiberon, on ne va pas en parler là parce que ce serait trop long, mais tu as fait une vidéo là-dessus, où est-ce qu'on peut la regarder cette vidéo? Oui, alors j'ai fait la vidéo sur le débarquement de Quiberon et une série de vidéos sur plusieurs chefs chouans, donc sur la chaîne Vox Gallia. Voilà, avec une série d'interventions sur le sujet. Ouais. Alors on finit l'entretien, Charles, où on a commencé. On a derrière nous la Bretagne, hein, finalement, juste de l'autre côté de la Loire. Le territoire chouan. Territoire chouan, voilà, si on se recontextualise à l'époque. Et justement, alors dans ce territoire chouan aujourd'hui, est-ce qu'il reste une mémoire de ces valeureux combattants? Oui, il y a vraiment une mémoire. Alors, j'ai pu comparer par rapport à la Vendée. Effectivement, la Vendée, si on regarde un peu l'histoire de la mémoire des guerres de Vendée, ça a été mouvementé. Effectivement, c'était la tâche dans l'histoire de la Révolution française qu'il fallait faire disparaître, qu'il fallait effacer. Ça a été particulièrement tangible au moment du bicentenaire de la Révolution. Hein. J'ai une pensée pour René Sécher, effectivement, qui en est une belle illustration, à quel point il a fallu se battre pour refaire connaître les guerres de Vendée. Toute l'œuvre qui a été faite par le Puy du Fou, par Philippe de Villiers, pour refaire connaître les guerres de Vendée à leur juste valeur et puis tout ce qui a eu lieu. Et à l'inverse, ce que je vois concernant la chouannerie, notamment en Bretagne, c'est complètement différent. Il n'y a pas eu d'omerta autour de la chouannerie, pas du tout. C'est pas du tout un sujet tabou. Tu vas en Bretagne, tu vas dans le Morbihan, il y a des tas de lieux qui évoquent la chouannerie, le mémorial des martyrs à Auray, il y a des rues Cadoudal, des places à Cadoudal, il y a même des bars Cadoudal à Auray pour ceux qui ont l'occasion d'y aller. Voilà, des grandes figures. Le chouan est toujours resté omniprésent dans l'âme du Breton. Ça n'a pas été comme le Vendéen, la figure qui se battait pour Dieu, pour le roi. Non, il n'y a pas cet aspect-là. C'était vraiment le Breton ou le Méniau, hein, voilà, ou le Normand qui se battait pour sa liberté. Effectivement, ensuite dans l'histoire, si on regarde un peu des mouvements autonomistes et indépendantistes bretons, les chouans sont toujours restés une référence. Hein. Il y avait le Bézon Cadoudal qui existait au moment de l'entre-deux-guerres, qui donnera ensuite le Bézon Perrotte de sinistre réputation. Mais voilà, je remarque aussi vraiment que tous les Bretons, quels qu'ils soient aujourd'hui, sont toujours très fiers d'avoir un ancêtre chouan. À titre personnel, quand j'ai écrit sur Pierre Duchesla, je suis allé à Languélan, qui est le village où il a vécu, c'était un peu la figure locale.
pour une petite conférence pour la sortie du livre. Je voulais que ma première conférence ait lieu là-bas, ce qui était évident. Il y avait pas grand monde, mais il y avait des gens du village. Et en fait, à l'issue de la conférence, je crois que tout le monde est venu en me disant « mais c'est formidable, du coup j'ai découvert qu'un de mes ancêtres était chouan » ou alors « ah, je savais qu'un de mes ancêtres était chouan » ou « chez moi, voilà, ça abritait des chouans ». Donc vraiment, j'ai senti qu'il y avait une fierté individuelle ou familiale qui traversait les époques liées à la chouannerie. Voilà. Le chouan aussi, paradoxalement, a été beaucoup plus popularisé et romancé grâce à Balzac ou à Victor Hugo. Voilà, je compte pas aussi le nombre de fois au cours d'un salon du livre ou quand je parlais de la chouannerie à des gens qui n'y connaissaient rien. Quand je disais je travaille sur le chouan, ils me disaient ah oui, j'ai vu ce film avec Sophie Marceau. Voilà, mais il vaut ce qu'il vaut, mais au moins voilà, il a permis à nouveau de faire connaître, de continuer à faire connaître les chouans. Voilà, tout à fait. Donc vraiment, on n'est pas du tout sur la même approche. Les chouans n'ont pas été n'ont pas été identifiés comme ceux qui ont mis un coup de couteau dans le dos à la République, contrairement aux Vendéens qui eux pour le coup ont été identifiés comme ça. Ils ont été identifiés comme ça. Non, le chouan est vraiment associé au breton qui est là, qui a la tête dure. Voilà, toujours qui a la tête dure. Voilà, le chouan qui a la tête dure. Et alors vraiment je dirais, on a parlé tout au long de cette vidéo des différences entre Vendéens et chouans. Oui, il y a des différences, mais il y a quand même le gros point commun. Ce sont des gens qui se battaient vraiment pour leur liberté, la vraie liberté, celle qui consiste à avoir des opinions, des convictions, à avoir les moyens d'agir et d'agir, quitte ensuite à mettre sa vie en danger, d'aller au bout de ses idées, d'avoir la fierté de vouloir rester debout, vraiment comme on dit dans l'armée, de ne pas subir. C'est ça vraiment les deux qui nous enseignent aujourd'hui, le chouan comme le vendéen. Voilà, il y a beaucoup de différences, mais il y a aussi le gros point commun, ce sont des combattants de la liberté. Eh ben, je te remercie infiniment Charles, c'est vraiment très gentil. Et comme tu nous as apporté beaucoup d'informations très complémentaires, je te remercie énormément. Pour mieux apporter pour mieux éclaircir ce qu'est un chouan, ce qu'est un vendéen et ce qui s'est passé en Bretagne. J'aime bien terminer par une citation et quoi de mieux qu'une citation bretonne. Tout à fait. Plutôt mourir que de se laisser souiller comme les Bretons disaient. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'on a tous appris beaucoup de choses. Je remercie encore Charles d'avoir bien voulu nous expliquer l'histoire des chouans. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles fraîches de la contre-révolution côté Bretagne ou côté Vendée. Ce sera côté Vendée, je pense. Allez, à bientôt.